Je vais commencer tranquillement pour vous dire, premièrement, qu'effectivement, cette année, on fête le centenaire de quoi? Eh bien, on fête le centenaire de l'adhésion du quartier Montcalm ou de Montcalmville, qui était la municipalité à l'époque, à la Ville de Québec. Ça s'est déroulé par référendum le 22 et 23 novembre 1913, alors que plus de 400 citoyens ont voté, et par une majorité de 120 voix, ils ont décidé de fusionner avec la Ville de Québec. Donc, le but de la présentation ce soir, c'est premièrement vous parler des débuts de ce nouveau quartier-là et de peut-être illustrer un peu quel est le code génétique de ce quartier-là, et deuxièmement, de se remettre dans le contexte de l'époque pour bien comprendre exactement dans quel contexte social, économique et urbain est né le quartier Montcalm, et surtout vous parler de peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas, c'est que pendant longtemps, Montcalm a été une ville, une municipalité, c'est-à-dire au moins durant toute la première partie du 20e siècle. Donc, j'intitule ma présentation « La naissance d'un quartier ». Je vais commencer par vous présenter la Ville de Québec à cette époque-là, pour qu'on comprenne bien dans quel contexte se fait le développement de la Ville de Québec. En 1913, la Ville de Québec compte à peu près 80 000 personnes. Et elle est en voie de se développer très rapidement. En quelques années, il va y avoir 130 000 personnes qui vont habiter Québec. Donc, on est dans une période importante de croissance économique. Pendant longtemps, au 19e siècle, Québec a stagné. Bien là, grâce aux industries, manufactures de chaussures, les grands magasins de la rue Saint-Joseph, le développement de la colline parlementaire, parce que l'État québécois commence à prendre un peu de force, eh bien, Québec devient vraiment une ville attrayante. Qui vient à Québec? Eh bien, les gars et les filles de la campagne environnante, Bellechasse, Port-Neuf, ces gens-là arrivent jeunes à Québec pour servir comme domestiques, comme ouvriers, parce qu'à cette époque-là, la Ville de Québec est une ville essentiellement ouvrière. Concentrée dans Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, le Faubourg Saint-Louis et le Vieux-Québec essentiellement. Donc l'urbanisation s'arrête à peu près à la rue Salaberry en Haute-Ville et elle va s'arrêter dans les débuts de Saint-Sauveur, dans le secteur de la rue Boisseau, par exemple, le développement urbain s'arrête. Donc ça, c'est la réalité, je dirais, de cette époque-là, de ce moment-là. Ça, c'est le quartier Montcalm, tel qu'il est aujourd'hui, à 13 000 habitants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la naissance, au milieu du 19e siècle, de la municipalité de Montcalm, qui s'appelait au départ Notre-Dame de Québec banlieue. Donc, dès la création des municipalités, Montcalm, c'est-à-dire le plateau en dehors de la rue Salaberry, possède une municipalité qui s'appelle Notre-Dame de Québec banlieue. Le phénomène qui est très important, on peut passer l'autre diapo, c'est que pendant longtemps, dans la Haute-Ville, ce sont les anglophones qui ont le contrôle de la Haute-Ville. Pourquoi? Parce que le long du chemin Sainte-Foy, ou encore le long de la grande allée du chemin Saint-Louis, se sont installés les barons du bois, les gens qui travaillent dans l'industrie du bois, construction navale, importation du bois. Donc l'essentiel de la Haute-Ville est à majorité anglophone jusqu'à la fin du 19e siècle. Et lorsque, à la fin du 19e siècle, les communautés anglophones commencent à partir, à quitter pour Montréal, parce que le bois décline, la construction navale, qui les remplace dans les villes-là qu'ils ont construites? Eh bien, les communautés religieuses qui arrivent. Dans le cas, par exemple, de la Haute-Ville, il va y avoir les franciscains en 1900, ou encore les dominicains. Il va y avoir également les jésuites qui vont lancer la paroisse Notre-Dame du Chemin. Donc, on voit à la fin du 19e siècle, au moment où le développement de Québec recommence, ce qu'on voit, c'est les communautés religieuses qui prennent les places des anglophones et qui, tranquillement, vont donner naissance au développement de ce qu'on a appelé Montcalmville. Montcalmville, c'est quoi exactement? Eh bien, Montcalmville, c'est une municipalité qui va exister de 1907 à 1913. Ce qu'il faut comprendre à cette époque-là, en 1907, c'est qu'on a un maire à Québec qui s'appelle Georges Garneau, qui décide de vouloir fusionner les villes de la région, un peu comme on a fait en 2001 lorsqu'on a décidé de faire la grande fusion. C'est intéressant parce qu'on a un peu les mêmes discussions à cette époque-là. Donc, on veut que Québec grandisse. Donc, qu'est-ce qu'on veut annexer? On veut annexer la paroisse de Saint-Malo en bas, Petite-Rivière-du-Berger, Limoilou et également Montcalm. Donc, pourquoi, dans quel esprit ça se fait? Eh bien, on appelle ça le Greater Québec. Pourquoi le Greater Québec? Parce que, en 1898, eh bien, New York et Brooklyn avaient fusionné. Et ça a donné l'élan à un mouvement d'annexion de fusion à travers l'Amérique du Nord pour dire pour qu'une ville soit forte, pour qu'une ville soit dynamique, eh bien, on doit effectivement faire des annexions. Québec avait connu une seule annexion auparavant, c'est Saint-Sauveur en 1889, et cette fusion-là s'était faite tout simplement parce que le feu avait pris dans Saint-Sauveur et il n'y avait pas d'aqueduc. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'aqueduc qui allait brûler souvent, donc ils ont accepté de négocier et de se fusionner avec Québec. Et il n'y avait pas d'autre fusion. Donc le maire Garneau, de manière agressive, lance le mouvement des fusions
et il fait le tour de ces municipalités-là, et il vient ici à Notre-Dame de Québec banlieue, et les gens refusent de faire partie du mouvement de fusion. Et à ce moment-là, ils décident de fonder leur propre municipalité en 1908, qui s'appelle Montcalmville. Au même moment, on va fonder la paroisse Notre-Dame-du-Chemin, qui se sépare de Saint-Jean-Baptiste. Donc, la paroisse de départ, Notre-Dame-du-Chemin, qui est la paroisse mère de toute la Haute-Ville, et également la municipalité sont fondées en même temps. Donc, étant donné que ça ne marche pas du côté de Montcalmville, eh bien, la Ville de Québec se retourne de bord et va aller négocier avec Limoilou, qui en 1909 devient effectivement partie de la Ville de Québec. Par la suite, Saint-Malo, 1907, et également Petite-Rivière, qui est du Berger aujourd'hui, une partie de Petite-Rivière, jusqu'à la rue Saint-Sacrement ici, va faire partie de la Ville de Québec. Donc, ça, c'est le mouvement de fusion. Dans le cas de Montcalmville, c'est un petit peu plus compliqué parce que Montcalmville ne veut pas faire vraiment partie de Québec, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il pense être suffisamment fort au niveau foncier, au niveau fiscal, pour être capable de fonder une municipalité. Et le premier geste qu'ils vont faire dans leur municipalité, c'est de lancer un règlement d'emprunt d'autour de 110 000 $ pour se doter de deux éléments fondamentaux à l'époque, un aqueduc et des égouts. Donc, on entreprend ces travaux-là. Imaginez qu'on va construire, alors qu'on aurait pu tout simplement se connecter au réseau de Québec, parce que Québec est juste à côté. Eh bien non, on va se doter d'un aqueduc qui va partir du jardin zoologique. Donc, de la rivière du Berger qui circule au jardin zoologique, on va construire un aqueduc, un tuyau de 10 pouces qui va descendre, qui va traverser le pont navigable à la Pointe-aux-Lièvres et qui va monter jusqu'en Haute-Ville pour approvisionner les quelques 2000 résidents de Montcalm. Donc, on se dote d'un aqueduc, on se dote également d'un égout collecteur, c'est-à-dire qu'on veut construire un égout. Donc, à ce moment-là, on propose de descendre un tuyau jusqu'en bas sur la rivière Saint-Charles pour pouvoir évacuer les eaux de la Haute-Ville. Donc ça, c'est des travaux qu'on fait pour, effectivement, pouvoir développer son indépendance. Mais ce qui est surtout important de retenir, je pense, de cette époque-là, c'est que Montcalmville veut se donner un esprit de développement, un esprit de développement urbain. On veut en faire le Westmount de Québec. C'est clair dans les plans d'urbanisme. Donc, on va mettre en place des règles d'aménagement. Par exemple, on n'aura pas le droit de construire des maisons de moins de 5 000 $, avec les règles du jeu en termes d'aménagement urbain, plantation d'arbres, donc un peu comme Limoilou, d'une certaine façon, qui avait des règles d'aménagement avec ses ruelles. C'est les deux premiers quartiers qui se développent avec des règles d'aménagement urbain. Et dans le cas de Montcalmville, ce qui est très important, c'est qu'il n'y aura jamais d'industrie dans notre quartier. C'est écrit dans le règlement 24A que vote la municipalité, et c'est comme dans le code génétique, c'est-à-dire que ça devra être résidentiel essentiellement, et tout ça va avoir un impact jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est important de savoir des limites de Montcalmville, de cette municipalité-là, eh bien, c'est qu'elle part à peu près de Salaberry et qu'elle vient jusqu'à la rue Pinchot. Donc, elle intègre les deux quartiers, Montcalm et Saint-Sacrement, mais en 1913, évidemment, le quartier Saint-Sacrement n'est pas encore développé. La paroisse va être fondée seulement en 1921, donc il n'y a seulement que des champs ici autour. Donc on est à la limite de la municipalité de Montcalmville, mais l'essentiel du développement se fait de l'autre côté. Donc on décide de se doter d'un service de pompiers, d'un service de police, d'avoir tous les outils, dans le fond, pour être capable de fonctionner indépendamment de Québec. Le problème qu'a la municipalité, c'est qu'étant tellement proche de la ville de Québec, eh bien l'urbanisation progresse tranquillement, et même très rapidement à cette époque-là, et on se retrouve à un moment donné dans une situation de très très grande proximité avec Québec, ce qui fait que c'est difficile pour Montcalmville de garder, je dirais, son indépendance. Ça va prendre 3 référendums pour arriver au référendum de 1913. Donc les 2 premiers vont être perdants, et il va même avoir une tentative de la Ville de Québec d'aller à la législature provinciale en 1912 pour forcer une fusion forcée, et elle va être battue au Conseil législatif. Donc, on va bloquer, dans le fond, une possibilité de ne pas consulter les citoyens de Montcalm. Mais ce qu'on sent progressivement, c'est qu'à mesure qu'on avance durant les années, on voit très bien que les gens de plus en plus se disent « Oui, on est pour le Greater Québec, on est pour ça, sauf que, donnez-nous quelques années encore. On va finir par adhérer à Québec, mais on veut le faire dans des bonnes conditions. » Donc, je vais vous présenter un peu quelques photos gravures qui représentent l'esprit de l'époque de Montcalmville, puis après ça, on conclura. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est comment commencer le développement du quartier.
Eh bien, au départ, au milieu du 19e siècle, le premier endroit où on développe, qui s'urbanise, c'est ce qui s'appelle le Faubourg Guénette. Faubourg Guénette, c'est près du chemin Sainte-Foy, la rue Saint-Laurent, la rue du Mont. Vous savez, les petites maisons, un étage et demi, 2 étages et demi, juste à côté là, du chemin Sainte-Foy, presque en face du centre Lucien-Borne. Et ce quartier-là, c'est le premier noyau urbain de tout le secteur de la Haute-Ville en dehors de la ville. Pourquoi? Parce qu'il y avait un chemin à barrière à peu près à la hauteur du Lucien-Borne. Donc, il fallait payer pour sortir et entrer dans la ville. Donc, les gens s'installaient juste avant la barrière pour pouvoir profiter des échanges sans avoir à rentrer dans la municipalité. Et en plus, au Faubourg Guénette, il y avait la fontaine Manceau, il y avait une fontaine, une source d'eau, donc d'eau potable, qui s'appelle aujourd'hui la rue Candiac. Donc ça, c'est notre premier noyau urbain. Le deuxième noyau urbain, c'est celui-là, on revenait à la première diapo, c'est tout le secteur de la rue Cartier, c'est le premier projet de développement, donc avec des lots à bâtir, parce que ce sont des promoteurs immobiliers, la Montcalm, le projet Boisvin, donc c'est des gens qui viennent et qui savent qu'ils doivent faire du résidentiel, donc ça c'est le premier projet de lot à bâtir dans le secteur de la rue Cartier, lors de la fin du 19e siècle, c'est notre deuxième pôle de développement urbain. Et le troisième, dans les mêmes années, ça va être autour de l'entrée du parc des Plaines d'Abraham. Donc ça, c'est les 3 premiers noyaux de développement urbain qui lancent tranquillement le développement de Montcalm-Ville. Une municipalité doit avoir un poste de police, un poste de pompier, un hôtel de ville. Et ça, c'est l'hôtel de ville de Montcalm-Ville qui est situé pour la marque Crémazie. Aujourd'hui, on retrouve à cet endroit-là le HLM pour la marque. Donc, tous les terrains qui étaient utilisés pour le garage, à côté, il y avait l'école Notre-Dame-du-Chemin, mais tout ça, dans les années 70, ces disciples-là ont été démolis pour faire place au HLM Bourg-la-Marque. Mais c'était là le cœur, je dirais, du quartier dans les années 1908, 1909, 1910, avec tous les services qu'on avait. La rue Cartier est un cas très intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le commercial se situe vraiment l'axe important, le chemin Sainte-Foy. Donc, c'est autour du chemin Sainte-Foy où on installe l'église Notre-Dame-du-Chemin. Il y a également l'asile Finlay. On va voir l'école normale Laval, que tout le secteur commercial se développe. Et c'est par défaut que la rue Cartier va se développer comme axe commercial. C'est parce qu'à un moment donné, au début du 20e siècle, alors qu'avant c'était le chemin Sainte-Foy qui était important, à un moment donné, ça va devenir, dans les années 20, avec le Claridge, le Château Saint-Louis, là, c'est la grande allée qui va prendre de l'importance, qui va prendre de l'aide. Et là, tout d'un coup, ça va prendre un axe nord-sud commercial pour rejoindre ces gens-là. Et c'est pour ça que progressivement, la rue Cartier va devenir commerciale en partant du bas, vers le chemin Sainte-Foy, en montant progressivement jusqu'à la grande allée. Et je pense que j'ai une autre photo qui illustre peut-être un petit peu plus loin ce phénomène-là. Ça, c'est effectivement des maisons de la rue Cartier avant la commercialisation. C'est aujourd'hui la Société des alcools sur la rue Cartier, donc c'est les mêmes maisons, sauf qu'on a rajouté un magasin au rez-de-chaussée. Donc sur Cartier, vous voyez souvent des commerces, mais sur du résidentiel, alors que cette rue-là était prévue pour être essentiellement résidentielle. Un des noyaux importants de développement, c'est l'arrivée des franciscains en 1900 qui permet le développement de tout le secteur de Dolbeau, des franciscains, et qui fait partie effectivement de Montcalm-Ville. Ça, c'est toujours la rue dans le secteur de la rue Dolbeau. On peut passer une autre. Ça, c'est l'école normale Laval. Donc, on est au cœur du secteur, effectivement, que je vous disais, qui était important au niveau commercial, avec le premier cinéma qui était juste en face d'aujourd'hui Lucien-Borne, les banques, les commerces. Et ça, l'école normale Laval, c'est aujourd'hui Joseph-François Perrault. C'était l'école où tous les gens qui venaient devenir enseignants devaient passer. Donc, c'est une école très prestigieuse à Québec qui a été démolie pour faire place à Joseph-François Perrault. La première église Notre-Dame-du-Chemin, paroisse mère, qui commence en même temps que la municipalité de Montcalm-Ville, 1909, gérée par les Jésuites, et par la suite, cette paroisse-là, avec le développement urbain, va se séparer progressivement. Par exemple, il va y avoir, dans les années 20, Saint-Sacrement, Saint-Martin, Saint-Dominique. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rajoute une paroisse, il y a 3 000 à 4 000 de population qui s'est rajoutée dans le quartier, parce qu'on faisait du développement, évidemment, avec les paroisses, parce que la paroisse, à l'époque, c'est le cœur de l'identité d'une communauté. Cette carte-là présente les lignes de tramway, et elle est fondamentale parce que dans ces années-là, dans les années 10, le tramway
est le vecteur important de développement urbain. C'est-à-dire que si tu amènes le tramway chez vous, tu es certain d'avoir des investisseurs, des compagnies immobilières qui vont venir et qui vont permettre le développement. Je dis toujours que le tramway de cette époque-là, c'est comme les autoroutes aujourd'hui. Si tu ouvres une autoroute, tu vas avoir des centres commerciaux puis du développement résidentiel. À l'époque, évidemment, ce qui a favorisé le développement de Montcalmville, c'est tout simplement la ligne de métro, puis la ligne de tramway qui partait du chemin Sainte-Foy, rue des Érables, Grande Allée, Parlement, Château-Frontenac. Donc, cet axe-là à double voie permettait, dans le fond, aux gens de Montcalm de demeurer loin de la colline parlementaire, mais d'avoir accès à la colline parlementaire à tous les matins. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les trois quarts des gens, dans les années 1913, prennent le transport en commun, le tramway. Il y a seulement 4000 voitures immatriculées à Québec à la fin de l'année 1910. Donc, ce n'est pas la voiture qui est déterminée à cette époque-là, c'est le tramway qui dicte le développement. On va continuer sur le tramway. J'ai évidemment le double tramway sur Grande Allée qui permet de faire l'axe, c'est à peu près où est le calorifère aujourd'hui. Maple Avenue, c'était la ligne de tramway la plus importante. C'est ce qui explique le caractère prestigieux, le caractère très esthétique de la rue des Érables aujourd'hui, parce que c'était l'avenue du tramway. Ça, c'est le boulevard Saint-Cyril, parce qu'en 1911-1913, juste avant l'annexion, on décide de prolonger le tramway. On le prolonge jusqu'à Belvédère, après ça, il va venir jusqu'à Marguerite-Bourgeois, justement, ce qui va favoriser le développement de Saint-Sacrement, et surtout, il va aller jusqu'à Maguire, dans Sillery, qui va permettre à Sillery, elle, de réussir comme municipalité à faire ce que Montcalmville n'a pas fait. Elle va se doter d'un égout, elle va se doter d'un aqueduc, elle ne va fusionner seulement qu'en 2001, en ayant le plus bas taux de taxe de la région de Québec, parce qu'elle était suffisamment loin pour pouvoir se développer de manière autonome et pas être englobée par Québec, alors que Montcalmville a raté dans ce sens-là sa destinée de municipalité. Et évidemment, le cœur névralgique du réseau, la jonction Sillery, parce que c'est là que se faisait le transfert de Sillery, elle, évidemment, au tramway de Québec, des Érables, Grande Allée, chemin Sainte-Foy. Donc, énormément d'activités au point de René Lévesque aujourd'hui, Saint-Cyril et des Érables, parce que c'était le cœur du réseau qui était là. Ça, c'est la bâtisse, dans le fond, qui servait de gare d'autobus ou de tramway. C'est en 1938 que les autobus vont remplacer sur ces axes-là le tramway. Donc, le tramway est très important dans le développement. Quelques photos aériennes en 1938 qui nous montrent un peu l'état du développement du quartier. On voit très bien les plans d'Abraham, on voit très bien le développement immobilier qui s'en vient. Je vais en passer une autre. Ça va être intéressant parce que l'on est plus du côté de Sillery, donc on voit un peu le développement, on voit le chemin Gomin. On voit que la Grande Allée, boulevard Laurier n'existe pas, Saint-Cyril n'existe pas. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux axes sur lesquels se sont fait le développement, c'est Grande Allée, chemin Saint-Louis et chemin Sainte-Foy, qui ont été les deux axes importants. C'est seulement à la Deuxième Guerre mondiale que Saint-Cyril va se développer, va venir jusqu'au campus universitaire des années 50, et durant la guerre également, qu'on va faire le lien sur Grande Allée avec le pont de Québec, qui est une voie carrossable. Ce qui, là, va accélérer le développement résidentiel de tout le plateau vers Cap-Rouge et vers Saint-Augustin. C'est la nécessité d'avoir ces axes-là qui n'étaient pas construits après la guerre, et qui ont été construits au moment de la guerre. Ça, c'est des photos du quartier, évidemment, lors du congrès eucharistique de 1938, qui était le show de l'époque important, 200 à 250 000 visiteurs qui venaient au congrès eucharistique, et on prenait des photos aériennes dans ce cadre-là. Le développement de la partie plus Grande Allée. Il y a toujours le congrès eucharistique. Tout aérien. Je vais terminer avant de passer aux plans d'Abraham qui ont été le vecteur important de développement, pour vous dire dans quel contexte s'est fait l'annexion. Pourquoi finalement l'annexion s'est faite? C'est sûrement votre question. Eh bien, c'est que Montcalm avait des problèmes avec son aqueduc et ses égouts. C'est donc ce qui a amené, d'une certaine façon, le réalisme de se fusionner avec Québec, qui avait déjà un bon système. Premièrement, son aqueduc, qui venait de Charlebourg. Eh bien, dans l'entente qu'ils avaient signée avec les gens de Charlebourg, à la hauteur du jardin zoologique, et ça passait, ça descendait jusqu'ici dans ce tuyau-là, ils devaient approvisionner les gens qui se construisaient le long du tuyau. Donc, imaginez-vous un peu, le développement se faisait dans le coin de Charlebourg, et bien là, à un moment donné, il y avait plus d'eau qui montait à Hauteville, donc le tuyau avait seulement 10 pouces, on va se dire, on va être de refaire ce tuyau d'aqueduc-là, on va être de réinvestir dans l'aqueduc. Dans le cas de l'égout, ce qui était plus compliqué, c'est que la Commission provinciale d'hygiène a interdit à Montcalmville de jeter ses eaux usées dans la rivière Saint-Charles. Donc, ils n'ont pas pu terminer leur travail de construction d'égouts dans la rivière Saint-Charles. Donc,
Ce qu'a fait Montcalmville, comme toute bonne municipalité de banlieue de l'époque qui voulait fusionner avec Québec, c'est que tu t'endettes comme il faut, puis un coup que tu es bien endetté, tu vas voir la ville à côté, tu lui dis, ben là, peut-être qu'on pourrait commencer à négocier. Donc, c'est de même que ça s'est négocié. Vers la fin, je vous ai parlé des 3 référendums, je vous ai parlé de la législature. Donc, vers la fin, ce qui arrive, c'est qu'il y a une dette à peu près d'1 demi-million. Donc, Montcalmville se dote d'un équipement de pompiers, de police, se dote de tous les services dont elle a besoin, l'éclairage. On va développer la plantation d'arbres sur Belvédère, René Lévesque, aujourd'hui Saint-Cyr, donc un plan de plantation d'arbres. On va développer avec la commission des champs de bataille l'avenue des Braves, qui est la plus belle artère de Québec. C'est la commission qui paye les terrains, mais c'est Montcalmville qui développe, avec des maisons de plus de 8 000 $ et un 25 pieds de distance pour chaque propriété par rapport à la rue. Donc, on va en faire une rue de prestige qui fait le lien avec les plaines d'Abraham. Donc, tout ça, c'est des travaux qui sont faits par la municipalité de Montcalmville, puis qui, là, ben, en 1913, sentant que la soupe commence à être chaude, puis le développement se développe, on va voir la ville de Québec et lui dit, ben là, nous, on serait prêts à négocier une fusion. On est maintenant prêt. Donc, quelles sont les conditions? On aimerait savoir un gel des taxes pour 10 ans, évidemment. Ça fait partie de... C'est ce qu'on avait donné à Saint-Sauveur et Limoilou, des gels de taxes. C'était la façon on gelait les valeurs mobilières pendant une certaine période de temps pour permettre aux gens et aussi engager des investissements, des travaux, parce qu'on voulait asphalter, on voulait de l'éclairage, donc on nous demandait 300 000 $ d'investissement dans le quartier. Donc, c'était les conditions de la fusion. Il y avait également un gel de taxes pendant 10 ans sur toutes les terres en culture à l'époque, parce qu'il y avait une partie aussi Saint-Sacrement en culture. Donc, tous les cultivateurs, pour les avoir en faveur au niveau du référendum, il fallait leur donner quelque chose, un bonbon. On de ça, de leur donner un gel de taxes pendant 10 ans. Donc, les conditions sont à peu près réunies en novembre 1913 pour le développement, pour accepter la fusion avec Québec. Donc, il va y avoir un référendum. Il y a encore des opposants. Et ce qui est très intéressant, c'est que les opposants au départ, ce sont surtout des anglophones. Parce que les anglophones ont plus un souci d'autonomie municipale assez longtemps à la fusion municipale. Et les 2 leaders annexionnistes, si on peut appeler ça de même, sont 2 personnages importants. Charles-Joseph Magnan, qui avait une très belle maison sur le chemin Sainte-Foy, c'est le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Québec, c'est le secrétaire de l'instruction publique, donc un haut fonctionnaire à l'éducation, M. Magnan, qui a une influence très grande dans le clergé, est favorable à l'annexion. Et son bras droit annexionniste est le très célèbre Georges-Élie Amiotte, premier millionnaire québécois, qui était le propriétaire de la Dominion Corset, de la corsetterie en bas. Donc un homme d'affaires et quelqu'un dans l'éducation proche des religieux qui faisait campagne en faveur de l'annexion. Et bien effectivement, donc ça a passé en 1913, donc c'est à ce moment-là que la fusion s'est réalisée. Et ce qui est très intéressant dans cette fusion-là, c'est que contrairement au maire Garneau, qui était très agressif, qui avait essayé de soudoyer dans les premières années 1907-1908 pour faire la fusion, le maire Drouin, qui est à Québec maire de la ville de 1907-1916, va être très prudent, très diplomate. Il va laisser le travail se faire par les gens de Montcalm pour effectivement rejoindre la ville de Québec. Et l'élément fondamental, je vais finir là-dessus, dans le développement à cette époque-là de Montcalmville et du quartier Montcalm, c'est évidemment que ça se fait en même temps que le développement des plaines d'Abraham, qui est vraiment le plus grand parc public à Québec, donc qui favorise du résidentiel haut de gamme pendant qu'on aménage. Frédéric Todd, l'architecte paysagiste, aménage les plaines d'Abraham. Donc, on commence effectivement avec le monument Wolfe, et il y a d'autres photos de cette époque-là. Le musée qui va s'installer un petit peu plus tard dans les années 30. Cette photo-là est intéressante parce qu'elle nous montre une usine, la Ross Rifle, qui est une usine de munitions située en plein cœur des plaines d'Abraham, près de la tour Martello. C'est peut-être la seule usine qui a existé dans le quartier Montcalm, qui était là par défaut avant même la création de la ville et qui va disparaître en 1930 pour faire place au réservoir d'eau de la ville de Québec, qui va permettre justement d'alimenter en eau potable les quartiers de la Haute-Ville, de stabiliser la pression d'eau puis de faire baisser les taux d'assurance incendie. Parce qu'avant, on avait des problèmes en Haute-Ville. Ça a l'air qu'on ne peut pas prendre sa douche tout le temps parce qu'on manquait d'eau, parce qu'en Basse-Ville, on se servait en premier, puis les gens de la Haute-Ville se servaient en deuxième, ce qui posait des problèmes. Donc ça, c'est la Ross Rifle. Les fêtes du tricentenaire sont très importantes en 1908 parce qu'ils mettent Québec sur la carte. Et en mettant Québec sur la carte, ils mettent le quartier Montcalm sur la carte, donc Montcalmville. Donc, ça favorise le développement résidentiel du secteur. Ça, c'est un estrade qu'on avait construit sur les plans de 15 000 personnes pour les fêtes. Donc, on voit un peu que l'esprit Céline Dion avec McCartney, ça ne date pas d'hier. Ça remonte au moins en 1908, parce que déjà à cette époque-là, vous avez des rassemblements sur les plans d'Abraham. Ça, c'est les estrades. Voilà, et je termine avec l'hôpital Saint-Sacrement qui va, dans les années 20, lorsqu'on fait sa construction, lance vraiment, consacre le développement de la partie
plus limite du quartier, donc le développement de la paroisse Saint-Sacrement à partir de 1921. Il est très intéressant de comparer Saint-Sacrement et Sillery, parce que Sillery s'est développé beaucoup plus rapidement à cette époque-là, parce que Saint-Sacrement, dépendant de la Ville de Québec, il faut attendre que les réseaux d'aqueduc, des bouts de tuyauterie s'en viennent tranquillement. Donc, il y a un certain délai qui fait que dans les années 20, Saint-Sacrement se développe très lentement, mais que c'est plutôt après la Deuxième Guerre mondiale que le quartier va vraiment se développer. Donc, c'est un quartier qui va dater plus d'après la Deuxième Guerre mondiale et qui ne se développe pas au moment où, effectivement, Montcalmville était une municipalité, ou encore ça devient un quartier. C'est grosso modo le contexte social urbain dans lequel est né le quartier qui aujourd'hui s'appelle Montcalm, avec une petite partie de Saint-Sacrement, parce qu'à l'époque, c'était les deux quartiers en même temps. Alors, j'ai oublié de dire que ça a failli s'appeler Belvedere, Champ-de-Bataille, Front. On avait même des problèmes, parce qu'avant, c'était tous des anglophones. Donc, on essayait de trouver un nom. Donc, Champ-de-Bataille, Frontenac, Montcalm, finalement, au début, ça s'appelait le quartier Belvedere, ça ne s'appelait même pas le quartier Montcalm. Donc, il y a eu un jeu sur les dénominations qui montre un peu qu'il y avait une recherche d'identité qui n'était pas claire, parce que c'était des nouveaux qui arrivaient dans un quartier où il y avait eu longtemps des anglophones et des communautés religieuses. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai trouvé tous les noms qu'on a retrouvés avant de trouver Montcalm comme nom. Saint-Sacrement, ça n'a pas été dur, c'est le nom de la paroisse en 1921. Voilà.